Et si je vous disais, non pas comme de la poésie, non pas comme du fantasme, mais comme un fait, que votre avenir n'est pas fixé, qu'il n'est pas gravé dans la pierre par les mains de votre passé, que la version de vous qui a hésité, qui s'est brisée sous la peur, qui a vécu en dessous de son vrai pouvoir n'était qu'un brouillon. Comprenez ceci, vous n'êtes pas une créature de votre passé. Vous êtes l'auteur de votre prochain chapitre. Et les pages que vous écrivez aujourd'hui, avec vos pensées, vos mots, vos répétitions, deviendront la vie que vous vivrez demain. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Aucun homme ne trouve ce message à moins que quelque chose en lui ne soit prêt à s'élever. Et bien que le monde puisse appeler cela juste un autre discours, je vous dis, ce n'est pas du divertissement, c'est votre intervention, une interruption divine, une reprogrammation mentale pour ceux qui sont fatigués de dériver à travers leurs jours et sont maintenant prêts à les commander. Mais je dois être honnête avec vous, entendre ce discours une fois ne suffira pas. Ce que vous répétez devient votre rythme, et ce qui devient rythme devient identité. Les lois que je vais vous donner ne sont pas des théories, elles sont des vérités sculptées dans les vies d'hommes comme Carnegie, Ford, Edison, Lincoln et Schwab, des hommes que j'ai étudiés, des hommes à côté desquels j'ai marché, des hommes qui n'ont pas attendu de se sentir puissants, mais qui le sont devenus par la répétition. Vous n'êtes pas faible. Vous avez simplement répété la faiblesse. Vous n'êtes pas brisé. Vous avez simplement suivi un schéma qui ne vous appartient pas. Mais aujourd'hui, ce schéma se brise. C'est votre nouveau commencement, c'est votre réécriture. Vous ne cherchez pas la permission. Vous êtes la permission. Le monde se plie à ceux qui marchent avec certitude. La répétition est le langage de la croyance. Parlez-le jusqu'à ce qu'il soit vôtre. Ceci n'est pas de la motivation, c'est une guerre mentale. Et cette guerre commence maintenant, dans votre esprit, avec votre décision de ne plus jamais accepter moins que ce que vous étiez destiné à devenir. Chaque homme vit sous une loi plus grande que n'importe quel tribunal, constitution ou nation, la loi de la pensée. Si sûrement que le soleil se lève et que la gravité maintient vos pieds sur terre, vous deviendrez toujours l'idée dominante que vous entretenez dans votre esprit, pas l'idée que vous souhaitez, pas l'espoir que vous répétez de temps en temps, mais celle à laquelle vous pensez le plus. Cette loi est simple, et c'est pourquoi la plupart l'ignorent, parce qu'elle n'éblouit pas l'ego, elle ne flatte pas l'intellect, mais c'est la loi fondamentale de toute transformation humaine. Laissez-moi parler clairement, vous n'êtes pas vos pensées, mais vous devenez toujours les pensées que vous répétez. L'homme qui permet à la peur, au doute, à la confusion et à l'inquiétude de s'installer dans son esprit construira une vie qui reflète ses idées. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la psychologie. C'est ainsi que fonctionne votre subconscient. Prenons l'exemple d'Andrew Carnegie. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il ne m'a pas parlé d'acier, de richesse ou de politique. Il m'a posé une question. Qu'est-ce que cette chose à laquelle vous pensez quand personne ne regarde? Il comprenait quelque chose avec laquelle le monde lutte encore, que les pensées que vous entretenez dans le silence sont le plan de vos résultats. Carnegie pensait à l'expansion, à l'impact, à l'héritage. Il ne se voyait pas comme un garçon d'Écosse, mais comme une force pour construire le nouveau monde. Et parce qu'il répétait cette identité, parce qu'il voyait cette image chaque jour dans son esprit, la réalité était forcée de lui obéir. Ford répétait une idée plus forte que toutes les autres. Que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Ce n'était pas de la ruse, c'était de la programmation mentale. C'était une loi enveloppée dans des mots simples. L'esprit est un jardin, les graines sont vos pensées, les émotions sont l'eau, et la répétition est le soleil. Tout ce que vous plantez, ressentez et répétez va pousser. Écrivez ceci. Thomas Edison avait des doutes pendant les 10 000 tentatives ratées de créer la lumière électrique, mais sa pensée dominante était toujours « ça va marcher ». Et parce qu'il retournait à cette pensée, non pas une fois, pas 2 fois, mais 10 000 fois, les échecs ne pouvaient pas toucher son identité centrale. Vous devez maintenant commencer à garder vos pensées comme un trésor. Vous devez exprimer votre identité quotidiennement. Vous devez écrire votre objectif clairement et ne penser qu'à ce que vous voulez devenir. Dites ceci à haute voix, je ne suis pas prisonnier de pensées aléatoires.
Je suis l'architecte de la concentration. Mes pensées dominantes sont délibérées, claires et alignées avec mon objectif. Ce à quoi je pense le plus, je le deviens. Alors, je choisis de penser pouvoir. Chaque matin, vous écrivez l'homme que vous devenez, une phrase claire, au présent. Chaque après-midi, quand les distractions atteignent leur pic, vous vous arrêtez et exprimez cette identité à haute voix. Chaque soir, avant de dormir, vous visualisez cette identité déjà réelle. C'est ainsi qu'Abraham Lincoln surmonta la dépression, l'isolement politique et la division nationale, non pas parce qu'il se sentait toujours fort, mais parce qu'il maintenait une pensée dominante d'unité et d'émancipation. Cette pensée le consumait. Elle nourrissait son feu. Voici la vérité, vous pensez pouvoir, vous parlez pouvoir, vous devenez pouvoir. Et puis, vous le redites encore et encore, jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme vérité et que votre vie commence à refléter la loi selon laquelle vous vivez maintenant. Le monde se plie à ceux qui marchent avec certitude. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous êtes la permission. La répétition est le langage de la croyance. Parlez-le jusqu'à ce qu'il soit vôtre. Si vous voulez construire une vie de pouvoir, d'impact, de richesse et d'épanouissement spirituel, vous devez comprendre cette loi plus que tout autre. La foi et la peur ne peuvent pas occuper le même espace. L'une dominera, l'autre mourra. Vous ne pouvez pas parler de transformation tout en répétant l'hésitation. Vous ne pouvez pas marcher dans le destin tout en vous inclinant devant la peur. Au moment où un homme choisit la foi, la choisit vraiment, il commence à tuer la peur par famine. Car la peur n'a pas de pouvoir à moins d'être nourrie. La foi n'est pas un sentiment. Elle n'est pas un optimisme aveugle. Elle n'est pas une pensée pratique que vous chuchotez quand c'est facile. La foi est un état d'esprit. Elle est une croyance installée par la répétition et solidifiée par la décision. Henry Ford n'était pas respecté quand il a commencé. On se moquait de lui. L'idée d'une voiture sans cheval était traitée comme un fantasme. Même après les premiers succès, ses propres ingénieurs lui disaient que construire un moteur à 8 cylindres en un seul bloc était impossible. Et vous savez ce qu'il a dit? Construisez-le quand même. Ils sont revenus. On dit que ça ne pouvait pas être fait. Construisez-le quand même. Il l'a répété encore et encore jusqu'à ce qu'il réussisse. Pourquoi a-t-il persisté? Parce que sa foi était plus forte que leur peur. Ford a dit un jour: les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez quand vous détournez les yeux de votre objectif. C'est la posture de la foi. Vous gardez vos yeux sur la vision. Vous répétez la croyance plus fort que la peur. Thomas Edison échoua 10 000 fois pour produire une ampoule qui fonctionne. Comment un homme continue-t-il après 10 000 échecs? L'homme moyen abandonne après 3 tentatives. Mais Edison ne portait pas une croyance moyenne. Il était obsédé. Il était possédé par son objectif, et cet objectif donna naissance à une foi inébranlable. Écrivez ceci: Abraham Lincoln ne s'éleva pas à la présidence par le charme ou la popularité. Il s'éleva par la clarté de mission et l'endurance de la croyance. Il perdit des élections, il souffrit de dépression, il fit face au ridicule et à la trahison politique. Pourtant, il continua et dirigea une nation à travers la guerre civile. Pendant les jours les plus sombres de cette guerre, quand la mort et le désespoir planaient sur l'Union, Lincoln écrivait des affirmations pour lui-même. Il parlait des mots d'unité et de force à son propre esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il laissait la peur gouverner ses pensées, il deviendrait paralysé, et la nation tomberait. Voici la vérité: quand la peur chuchote dans votre esprit, répondez-vous avec la croyance? Quand le chemin s'assombrit, vous arrêtez-vous ou persistez-vous? Vous devez maintenant faire de la foi votre état par défaut. Et cela vient de 3 rituels: déclarez votre vision quotidiennement, exprimez-la à haute voix, non pas comme un souhait, mais comme une loi. Agissez en alignement avant de vous sentir prêt. L'action construit des preuves, l'épreuve renforce la foi. Refusez de parler peur. Vous ne pouvez pas vous permettre un langage désinvolte. Chaque mot entraîne votre subconscient. Dites ceci à haute voix: la foi n'est pas une émotion, elle est une identité. Je bouge avant de me sentir prêt. Je fais confiance avant de voir les résultats. J'agis dans la foi.
Je construis dans la foi. Je gagne dans la foi. Andrew Carnegie, qui m'enseigna les principes derrière tout ce que je partage maintenant, me dit, « Monsieur Hill, enseignez aux hommes à remplacer la peur par la foi. Faites cela, et ils construiront n'importe quoi. » Cette déclaration devint ma mission, et cette déclaration doit maintenant devenir votre mission. Lâcher la peur ne disparaîtra pas par plus de recherche. Elle ne se dissoudra pas avec le temps. Elle doit être remplacée par une croyance répétée, une action décisive et un mouvement vers l'avant implacable. À partir d'aujourd'hui, je n'obéirai pas à la peur. J'agis dans la foi. Je parle croyance. Je bouge comme un homme qui a déjà gagné. Répétez-le quotidiennement, car la répétition est la seule chose que le subconscient respecte. Ceci n'est pas de la motivation, c'est une guerre mentale. Et dans cette guerre, la foi est votre arme la plus puissante. Il n'y a pas de tragédie plus grande qu'un homme avec du potentiel qui dérive. Dérive dans la pensée, dérive dans l'effort, dérive dans l'identité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'objectif principal défini, pas de but singulier, pas de direction claire. Un homme sans objectif principal ne vit pas vraiment, il existe seulement. Mais l'homme qui porte un objectif principal défini et le répète, l'affirme, le respire quotidiennement, est dangereux. Il est concentré, il est immunisé contre la dérive. Il ne se demande plus ce qu'il devrait faire, qui il devrait être ou de quoi il est capable, car il a déjà décidé. Quand j'ai rencontré Andrew Carnegie pour la première fois, j'étais un jeune homme avec de la curiosité, mais sans objectif clair. Il me parla avec une telle intensité et certitude que je fus secoué jusqu'au cœur. Il dit, « Un jeune homme, une personne qui n'a pas d'objectif défini dans la vie tombe facilement proie aux petites inquiétudes, aux peurs, aux troubles et à l'apitoiement sur soi, tout cela menant à l'échec. » Carnegie rendit clair que toutes les grandes fortunes, tous les grands mouvements, toutes les grandes identités commencent avec un objectif principal clairement défini, pas un espoir général, pas une idée vague, mais une déclaration précise. L'objectif principal de Carnegie n'était pas simplement d'être riche, c'était de devenir le roi de l'acier d'Amérique, de révolutionner l'industrie, d'apporter de la structure à un marché désordonné. Chaque décision qu'il prit, des livres qu'il lisait aux hommes qu'il employait, aux pensées qu'il entretenait, servait ce seul objectif. Écrivez ceci, vous n'avez pas besoin de 1000 objectifs. Vous avez besoin d'un objectif dominant, et tous les autres deviennent subordonnés. Pensez encore à Henry Ford. Son objectif principal n'était pas seulement de construire des voitures, c'était de rendre l'automobile abordable pour chaque homme qui travaille. Cet objectif le conduisait. Il guidait chaque innovation, chaque embauche, chaque système qu'il concevait. Charles Schwab, choisi à la main par Carnegie pour diriger US Steel, connaissait cela aussi. Son objectif était de devenir le plus grand leader d'affaires de sa génération. Il n'était pas ingénieur, il n'était pas l'homme le plus intelligent dans la pièce, mais il était le plus clair. Sa clarté d'objectif le rendait inestimable. Voici la vérité. Quel est votre objectif principal? L'avez-vous écrit? Le répétez-vous chaque matin et soir? Avez-vous construit une structure de pensée autour de lui? Ou dérivez-vous encore, espérant que l'objectif se révélera en temps voulu? Il ne le fera pas. L'objectif n'est pas découvert, il est déclaré. Vous devez le choisir. Vous devez le posséder. Vous devez entraîner votre subconscient à l'accepter comme loi. Car voici ce que fait l'homme moyen. Il fixe des objectifs qui changent avec son humeur. Il se dirige vers des idées qui perdent leur feu après quelques semaines. Il rêve de richesse un jour et se contente de sécurité le suivant. Laissez-moi vous offrir la méthode exacte que j'ai enseignée à des milliers. Premièrement, écrivez votre objectif principal au présent. Je construis votre objectif exact avec clarté et croyance inébranlable. Deuxièmement, répétez-le avec émotion chaque matin et soir. La répétition avec émotion est la seule façon d'impressionner le subconscient. Troisièmement, agissez en alignement quotidiennement, peu importe la petitesse du pas. Dites ceci à haute voix, je ne dérive pas. Je déclare. Je ne réagis pas. Je vise. Je ne devine pas. Je sais ce que je construis.
Votre vie sera soit le résultat d'un objectif principal défini, soit le résultat des agendas d'autres personnes. Il n'y a pas de terrain d'entente. Alors, choisissez maintenant. Construisez-vous votre vision ou construisez-vous celle de quelqu'un d'autre? Répétez-le quotidiennement, tout comme Carnegie l'a fait, comme Ford l'a fait, comme Edison l'a fait. Ils n'étaient pas plus doués que vous, mais ils étaient plus concentrés que vous. Et maintenant que vous connaissez cette loi, il n'y a plus d'excuses. Écrivez ceci, écrivez votre objectif principal, respirez-le, construisez autour de lui. Et quand la distraction vient, retournez-y, car tout ce que vous voulez en dépend. L'homme qui porte un objectif principal défini avec clarté, feu et discipline devient impossible à arrêter. Le monde se plie à ceux qui marchent avec certitude. Vous n'avez pas besoin de permission, vous êtes la permission. La connaissance générale mène à des résultats généraux. La connaissance spécialisée, combinée avec l'objectif et l'action, devient imparable. Il y a un mythe répandu que la connaissance est le pouvoir, mais je vous dis que c'est une demi-vérité. La connaissance est un pouvoir potentiel. Seulement quand elle est spécialisée, concentrée et appliquée avec objectif, devient-elle un pouvoir réel. Un homme peut passer sa vie à collecter des faits, lire des volumes, assister à des conférences et vivre encore dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que sa connaissance est éparpillée, large et sans concentration, comme une inondation sans direction. Elle couvre tout, mais ne bouge rien. Mais l'homme qui concentre son apprentissage, l'homme qui sélectionne un domaine, un métier, une discipline, et l'étudie ensuite obsessionnellement, l'applique quotidiennement et le raffine avec feu, cet homme ne peut être refusé. Cet homme devient irremplaçable avec le temps. Henry Ford était moqué pour son manque d'éducation traditionnelle. Les journalistes essayaient de le peindre comme un mécanicien ignorant, un homme indigne de sa position. Alors, qu'a-t-il fait? Il les a poursuivis en justice, et quand il fut appelé à témoigner au tribunal, il dit simplement « Je n'ai pas besoin d'encombrer mon esprit avec des faits que je peux convoquer en un instant d'un homme que j'embauche. » Il n'était pas arrogant, il faisait une déclaration profonde. Il n'avait pas besoin de connaissances générales. Il avait besoin de maîtrise spécialisée et d'hommes qui l'apportaient avec eux. Le génie de Ford n'était pas qu'il savait tout, c'est qu'il savait exactement ce qu'il avait besoin de savoir et comment l'appliquer à sa vision avec une efficacité impitoyable. Écrivez ceci, le monde ne récompense pas les plus intelligents, il récompense les plus utiles. Et l'utilité naît de la spécialisation. Thomas Edison n'était pas un philosophe, un homme d'État, un touche-à-tout. Il était un maître de l'invention appliquée. Sa connaissance des systèmes électriques, de la résistance des matériaux et de l'application industrielle était profonde, pas large. Il ne pataugeait pas, il plongeait. Il comprenait les filaments mieux que quiconque vivant. Charles Schwab n'était pas l'homme le plus éduqué dans l'industrie de l'acier, mais sa connaissance des gens, du leadership, de la psychologie organisationnelle et de la structure d'affaires, c'était de la connaissance spécialisée. Et Carnegie le savait, c'est pourquoi il le nomma, non pas parce que Schwab savait tout, mais parce qu'il savait ce qui importait et l'appliquait avec confiance et grâce. Voici la vérité, demandez-vous quel est le domaine auquel je m'engage à maîtriser. Quelle connaissance spécialisée, si je la poursuivais profondément, pourrait me rendre irremplaçable. L'homme moyen lit 1 à 2 livres par an, souvent au hasard. Il étudie sporadiquement. Il regarde ce qui apparaît dans son flux. Son esprit est comme un chien non dressé, sautant de pensée en pensée, de stimulus en stimulus. Mais le grand homme, l'homme qui applique la loi de la connaissance spécialisée, choisit une montagne et il la gravit. Laissez-moi vous donner le plan exact qui m'a été donné par Carnegie lui-même. Premièrement, définissez votre objectif principal. Demandez ensuite quelle connaissance nourrit directement cet objectif. Deuxièmement, listez les compétences et domaines requis pour dominer ce domaine. Troisièmement, construisez votre liste de lecture. Plus de lecture désinvolte. Sélectionnez les 5 à 10 livres ou mentors les plus puissants dans votre domaine choisi. Dites ceci à haute voix, je ne suis pas un généraliste. Je suis une arme. Je ne chasse pas les distractions. Je construis la maîtrise.
Ma connaissance est profonde. Ma connaissance est rare. Ma connaissance est puissante. Abraham Lincoln, bien que rappelé comme homme d'État, était autrefois juste un pauvre garçon de ferme. Il n'a pas fréquenté d'université d'élite, mais il s'est spécialisé dans une chose, le langage. Il lisait profondément. Il s'enseigna lui-même le droit. Il étudia l'art oratoire, la rhétorique et l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il pouvait maîtriser les mots, il pouvait émouvoir les cœurs, et les cœurs, quand ils sont émus, changent les nations. Arrêtez de survoler. Arrêtez de disperser votre énergie. Arrêtez de consommer ce qui ne contribue pas à votre destin. Choisissez votre objectif, choisissez votre domaine, choisissez votre feu, et puis brûlez tout le reste. Le monde ne donne pas ses plus grandes récompenses à ceux qui savent tout. Il les donne à ceux qui savent exactement ce qu'ils font et le font mieux que quiconque. Ceci n'est pas de la motivation, c'est une guerre mentale, et votre connaissance spécialisée est votre arme la plus tranchante. Vous pouvez penser que votre histoire est déjà écrite, que le passé a déjà décidé qui vous êtes, que vos erreurs ont formé un plafond, que vos schémas sont permanents. Mais je vous dis maintenant, vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas écrit. Vous n'êtes pas l'homme façonné par ses échecs. Vous êtes l'homme maintenant réveillé par eux. Chaque retard, chaque doute, chaque faux pas, chaque peur, ce n'était pas la fin de votre histoire, c'était la mise en place, la tension avant la percée, le test avant l'identité. Voici la vérité, en ce moment, c'est la plume, et vous êtes l'auteur, personne d'autre, pas votre passé, pas votre famille, pas vos échecs, pas vos amis, seulement vous. Alors, je vous demande, quelle histoire allez-vous écrire maintenant? Allez-vous continuer l'ancien chapitre où la peur dicte votre rythme, le doute choisit vos mots, l'hésitation tient la plume? Ou allez-vous le réécrire? Ces 10 lois ne sont pas des suggestions. Elles ne sont pas des idées. Elles sont les nouvelles règles de votre identité. Et votre identité n'est pas écrite dans la pierre, elle est écrite dans la répétition. Andrew Carnegie ne rêvait pas seulement de pouvoir, il le répétait chaque matin et soir. Henry Ford ne croyait pas seulement qu'il pouvait, il répéta la croyance jusqu'à ce qu'elle devienne inévitable. Thomas Edison n'essayait pas seulement, il échoua et répéta l'action jusqu'à ce qu'il force le succès dans la réalité. Abraham Lincoln ne s'éleva pas par l'approbation publique, il choisit l'identité chaque jour jusqu'à ce que l'histoire s'y plie. Dites ceci à haute voix, je ne suis pas brisé. Je ne suis pas écrit. Le passé était préparation. Je choisis ce qui arrive ensuite. Je répète mon pouvoir. Je rejette mon doute. Je suis l'auteur maintenant, et je ne regarde pas en arrière. Vous n'êtes pas ici pour faire face. Vous êtes ici pour réécrire l'histoire. Vous êtes ici pour entraîner votre subconscient jusqu'à ce que vos anciens schémas s'effondrent sous le poids de votre nouvelle identité. Écrivez ceci, chaque matin, vous exprimez une loi à haute voix. Laissez-la façonner votre ton et laissez-la dicter votre concentration. Puis, le soir, avant de dormir, vous rejouez ce discours. Vous ne sautez pas un jour. Vous n'attendez pas la motivation. Vous répétez jusqu'à ce que la répétition devienne identité. Ce que vous répétez devient votre rythme, et votre rythme devient réalité. Vous êtes la réécriture, c'est votre chapitre, c'est votre nouvelle loi, et vous la répétez jusqu'à ce que vous la deveniez. Fermez maintenant l'ancien livre. Prenez la plume et écrivez la prochaine version de vous-même avec feu, avec foi et sans excuse. Laissez le monde témoigner de la réécriture. Cela commence maintenant. Si cela vous a parlé, alors faites de cela une partie de votre rituel quotidien. Rejoignez-nous. Laissez cela être votre reprogrammation quotidienne. Ce message n'est pas destiné à être entendu une fois. Il est destiné à être vécu. Le monde se plie à ceux qui marchent avec certitude. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous êtes la permission. La répétition est le langage de la croyance. Parlez-le jusqu'à ce qu'il soit vôtre.